Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse complète sur UGLD d'un point de vue technique. On verra où on se trouve sur du long terme, si on est toujours dans une bonne zone de localisation pour faire de l'investissement. On verra également sur du court terme s'il y a des opportunités, que ce soit sur l'intraday ou du swing. Bon, UGLD, je vais pas reparler du fondamental, hein, vous le savez, c'est pas une crypto que j'apprécie. Je l'ai assez dit, je sais qu'il y a des maximalistes UGLD qui défendent ce projet-là, même si, bon, en fait, quand d'un point de vue fonda c'est incroyable, c'est un bon projet, et que d'un point de vue technique ça ne fait pas grand chose, je veux bien qu'on dise que ok bon on attend, on patiente et tout. Mais quand d'un point de vue technique il se passe rien, et d'un point de vue fonda, pour moi c'est du vent, bah voilà, ça me fait que c'est pas un bon investissement. Maintenant, je sais, il y en a qui vont défendre ce projet-là, chacun a ses propres convictions, et tant mieux, si vous avez vos propres convictions, et vous pensez que EGLD est un bon projet, et qu'il va faire un nouvel ATH, eh ben, ne vous faites pas influencer par les autres, allez au bout de votre conviction, d'accord? Par contre, voilà, moi en tout cas, je vous donne clairement ma conviction, ce n'est pas un bon projet, et pour moi, ce n'est pas un projet qui fera un nouvel ATH. Maintenant, d'un point de vue investissement long terme, si je me base d'un point de vue technique, hein, parce que le projet soit bon ou pas, on peut quand même faire une analyse technique sur ce genre de chart. Si je trace un Fibo, bon, on est largement en dessous des 0,886 de Fibonacci. Moi, en général, ce que je recommande pour se positionner sur des altcoins sur du long terme, c'est la zone 0,786, 0,186. Et pour être plus précis, les 0,186, c'est une très bonne zone de localisation. Maintenant, en général, on localise nos entrées. Après, on se positionne pas n'importe quand. Également, ce que je recommande fortement de faire, ça c'est pour les personnes qui font du DCA, et ben vous pouvez faire du DCA optimisé, c'est que tant qu'on se positionne sous le tunnel daily, c'est-à-dire que on est clairement dans une tendance baissière long terme, ok, il y a rien à faire. Lorsqu'on a le break de ce tunnel daily, ça peut devenir intéressant de commencer à se positionner. Alors c'est sûr, vous n'avez pas le point bas, ok, là-dessus je suis clair et vous n'aurez jamais le point bas avec ce genre de méthode. Par contre, ça vous évite ici d'immobiliser l'entièreté de votre capital pendant énormément de temps, d'accord? C'est-à-dire que la personne qui a DCA toute cette baisse-là, a ses pris entre ses premiers investissements des moins 90%, ok, et surtout elle a immobilisé son capital dans un actif qui actuellement ne performe pas. Et cette personne-là est à son prix d'entrée, voire limite en perte, faudra calculer le DCA où il se trouve, mais globalement elle n'a rien fait, d'accord? Donc ça fait depuis 2-3 ans que cette personne fait du DCA sur un actif qui potentiellement ne ferait pas un nouvel attache. Donc moi déjà ce que je recommande d'un point de vue technique, c'est vous mettez une moyenne mobile simple de 200 périodes, hein. Alors là j'utilise un tunnel Vegas, mais si vous voulez pas utiliser les tunnels Vegas, vous mettez une moyenne mobile exponentielle de 200 périodes. Hop. En daily, bien sûr. Parce que je suis en daily ici. Voilà. Et globalement, hop, je vais enlever les moyennes mobiles. Tant qu'on est en dessous de cette moyenne mobile de 200 périodes, c'est qu'on a une forte tendance baissière, on est clairement orienté à la baisse, de toute façon d'un point de vue dynamique de marché, on le voit, les sommets sont de plus en plus bas, les creux sont de plus en plus bas également. Par contre, quand on commence à avoir un break concret, là on peut se dire, ok, même si on repasse en dessous, ok, on voit que globalement, la moyenne mobile est passée d'une phase totalement verticale baissière à ici une phase de hausse, voire une phase de range. Donc déjà, ça permet d'avoir une entrée, comme je dis, on n'a pas le point bas, ok, mais ça nous évite d'immobiliser notre capital pendant un moment. Maintenant, si je regarde ici, d'un point de vue technique, on a eu ici une petite pattern de retournement qui est très légère, ok. On a quand même une structure en W, similaire à ce genre de pattern qu'on a fait, structure en W. On a eu le break, et on est parti dans une dynamique haussière en weekly avec des creux des sommets de plus en plus hauts. On a fait 1 x 3 et on est venu prendre la liquidité ici. Donc techniquement, on peut voir ça comme le break ici d'un sommet assez important quand même, d'accord, parce c'était notre dernier sommet majeur. On a un sommet majeur qui est ici, on en a un ici, puis après c'est la TH, hein. Et on pouvait voir éventuellement ça comme un sommet assez important, et également lui, vu qu'on a break ici, voilà, ça c'était des sommets importants. On a break, maintenant, ce que j'aime pas, c'est on a structuré ici un M-top, ok, c'est pas incroyable. Si on avait fait ici un retracement comme ça et un pullback, je vous aurais dit, ok, ici on est dans une bonne zone de location pour chercher des achats, retracement de Fibo de ce mouvement-là, ok, 0,118, 0,786, on est dans la zone d'imbalance, c'est plutôt pas mal, on est sur un pullback. Parce qu'il y a une différence entre faire une accumulation, ok, pump, retracé, ou alors pas spécialement retracement aussi violent, mais globalement ce genre de retracement, ça s'achète, ok, on est sur un pullback assez intéressant. Maintenant, si
on pump comme ça, et là, on refait une pattern de distribution, c'est beaucoup plus compliqué de rentrer en position ici, parce que techniquement, ce genre de pattern invalide ce genre de W, d'accord? Donc, moi, qu'est-ce que j'en pense ici? Oui, on est toujours dans des bonnes zones de localisation sur du long terme, c'est-à-dire quelqu'un qui croit au projet, qui a de fortes convictions, oui, on est clairement sur des bons niveaux. Maintenant, il y a une différence entre la personne qui croit au projet, qui va se positionner sur des gros niveaux de support, où il va se dire, ok, moi j'estime que GLD est sous-évalué, je vais me positionner là, parce que, voilà, pour moi, 38 $ c'est sous-évalué. Alors on prend surtout le market cap pour décider si un projet ou non est sous-évalué et pas son prix, mais du coup, avec le market cap, il décide que le projet est sous-évalué, donc il peut se positionner sur des gros niveaux de support, et actuellement on est sur un bon niveau. Je pense que si je mets mon volume profile, on doit être sur le POC. Ouais, on est légèrement en dessous du POC, on est repassé en dessous, on est au niveau de notre value area low, donc c'est une bonne zone de localisation quand même. Maintenant, la personne qui va être plus prudente, qui va se dire, ok, bon, le projet peut être intéressant, mais moi, je veux quand même des convictions, je veux, d'un point de vue technique, bah moi, ce que je recommanderais, c'est d'attendre une pattern de retournement, d'accord? Une structure en W qui indique comme quoi on a un retournement de marché. Au moins une structure de retournement ou alors la réintégration de ce niveau-là. Parce que pour le moment, moi ce que je constate, c'est que là, on a une dynamique qui est plutôt orientée à la baisse. Si je me mets sur du daily, on a break un assez gros niveau. Et pour le moment, on est dans une phase de consolidation. Donc soit avoir une pattern de retournement en weekly, d'accord? Le but d'une pattern de retournement, c'est de repasser d'une dynamique baissière avec des creux des sommets de plus en plus bas, à ici, à une dynamique haussière. Vous voyez une pattern de retournement comme une zone où on va emmagasiner énormément d'énergie. Il y a un combat entre acheteurs-vendeurs au moment où on casse dans une direction. On a, par exemple, si on casse à la hausse, les acheteurs qui remportent la bataille, les vendeurs qui sont underwater, d'accord, qui ont la tête sous l'eau, qui sont en perte tout simplement. Et si on a un pullback, ou même si on a une continuation à la hausse, ces vendeurs-là vont potentiellement clôturer leur position en perte et ils rachètent leur position. Un vendeur qui clôture sa position, bah, il la rachète tout simplement. Et ça, c'est bullish. Donc voilà, globalement, ici, on est dans une bonne zone, quand même, d'un point de vue technique, je vais pas le négliger, comme je l'ai dit, zone de rechargement FIBO, zone d'imbalance, ok. Maintenant, pour moi, c'est trop tôt pour me positionner. Si je regarde d'un point de vue momentum ce qu'on a, on va regarder sur le temps daily. Ouais, on a quand même une divergence haussière. Donc on a un affaiblissement au niveau du momentum, au niveau des vendeurs, ok. On a retrouvé un momentum bull. Maintenant, ce qui nous manque, c'est la structure. Et si on n'a pas encore notre structure de retournement, si on break déjà ce niveau-là, ça serait intéressant, mais globalement, là, on voit qu'on est bloqué entre deux niveaux, et ça serait bien de break ce niveau-là à la hausse. Donc voilà, d'un point de vue long terme, là, les niveaux, ils sont assez clairs. Oui, on est dans une bonne zone. Maintenant, ce qui nous manque, c'est la pattern de retournement. Quelque chose qui montre que, ok, les acheteurs, ils ont du peps, les acheteurs se remontent. Soit ça, ou soit si on a un rebond assez violent, hein, et qu'on break le niveau des 50 $, on passerait au-dessus d'un niveau intéressant, et le prochain niveau de résistance, il serait ici lors de notre nouveau sommet, enfin on fera un nouveau sommet dans cette année-là, hein, pas un nouvel attache, mais un nouveau sommet. Donc si on flippe cette zone de résistance en support, ça peut s'acheter, vu qu'on réintégrerait un range, et le prochain objectif, ça serait du coup le haut de range. Par contre, si on réintègre pas, mais à la place on fait une zone d'accumulation, une pattern de retournement, également, c'est une pattern qui peut s'acheter. Ça c'est d'un point de vue technique. Maintenant, si je regarde d'un point de vue retracement, on va regarder ce qu'on peut avoir. Hop, mettre un Fibo de ce niveau-là. Moi, comme je dis, hein, j'ai pas de conviction sur EGLD qui fasse un nouvel ATH. Déjà, s'il retourne chercher entre les 0,786 et 0,118 de ce retracement-là, là je suis en logarithmique, hein, c'est pour ça que c'est comme ça, mais on aurait une target entre les 140 et 170 $. Je pense que déjà, ça serait une bonne target sur EGLD, ça ferait à peu près un x5, on serait ici sur une bonne zone de prise de profit. Maintenant, admettons que le projet performe bien et que je me trompe, hein, et je dis pas avoir 100% raison, et tant mieux, hein. Moi, je suis en concurrence avec personne. Si vos projets performent, si vous faites de l'argent, tant mieux, d'accord? C'est pas parce que vous faites de l'argent que moi j'en perds de mon côté, absolument pas. Comme je dis, on est tous dans la même équipe, on veut tous réussir et faire de l'argent dans ce marché-là, là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, à partir de ce moment-là, si j'ai le pommes, tant mieux, je serais content pour vous. Maintenant, il faut être réaliste et peu de conviction là-dessus. Sinon, là, on a une bonne confluence, zone de rechargement et zone d'imbalance. Aux alentours des 380 $, entre les 350 et 380 $, qui serait également un niveau intéressant sur le long terme. Maintenant, EGLD sur du plus court terme. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là, je vais mettre des tunnels et je vais mettre un MACD. Alors, on voit qu'on est toujours orienté à la baisse. On a déjà un 4 heures qui accroche le daily à la baisse, ça c'est pas très bon. La dernière fois qu'on l'a eu, c'était au moment de notre hausse. On voit qu'en général, on a un fort momentum avec un 4 heures qui fait office de support. Là, on a un 4 heures qui fait toujours office de résistance. On voit qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus.
On a le tunnel 1 heure qui est sous le 4 heures. Pour moi ici, on va plutôt chercher des shorts. Donc dans une dynamique baissière comme ça, quand on est dans un range, on peut tracer d'ailleurs un volume profile. L'idéal, c'est toujours de chercher à se positionner sur l'extrémité haute. Alors, dans un range, on peut trader les deux extrémités. Chercher des achats au niveau de la borne basse, chercher des ventes au niveau de la borne haute de notre range. Donc, en dessous de la value area low, on cherche des achats. Au-dessus de la value area high, on cherche des ventes. Maintenant, quand on est dans une tendance baissière de fond, là, notre tendance de fond est baissière, on va plutôt privilégier les shorts sur l'extrémité haute et la borne basse, on va être plus prudent. Oui, les achats peuvent s'acheter, mais il faut pas oublier d'où on vient. Et on vient d'une dynamique baissière. Un range précédé comme ça par une dynamique baissière, plus de chances de casser à la baisse, parce que voilà, la dynamique de fond est baissière, une tendance se prolonge plusieurs fois et se retourne qu'une seule fois. Pour moi ici, déjà, bon, actuellement on est plutôt sur un niveau où je ne vais pas short, vu qu'on est sur notre bad range. Maintenant, ouais, les moyennes mobiles sont orientés à la baisse, le 15 minutes sous le 1 heure, le 1 heure sous le 4 heures, le 4 heures sous le daily qui n'a pas cross le tunnel 3 jours. Pour moi ici, pour retrouver quelque chose de bullish sur du 4 heures, ça serait bien d'avoir un tunnel qui commence à être plat, ce qui nous indiquerait qu'on rentre dans une phase de range qui devient mature, avoir un break concret et un pullback, et un 1 heure qui repasse le 4 heures et un 15 minutes qui reflippe également le 4 heures. En gros, faire ce qu'on a fait sûrement ici. Voilà, on a l'exemple concret. Dynamique baissière, ok, le tunnel daily qui est orienté à la baisse, on est ici dans une phase de range, et là, voilà, on a le 15 minutes qui passe au-dessus du 1 heure, le 1 heure qui passe au-dessus du 4 heures, on break des gros niveaux, et là, on voit que les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, là-dessus, c'est parfait pour faire de la continuation de tendance, et on voit que à partir de ce moment-là, le 15 minutes fait office de support, si le 15 minutes casse, le prochain niveau c'est le 1 heure, si on repart dans le 1 heure, 15 minutes qui fait à nouveau office de support. 1 heure, on break, ok, très bien, le 1 heure il break également, prochaine target, le 4 heures, etc., etc. Et ça, on peut faire de la continuation de tendance comme ça, jusqu'à avoir un retournement, c'est-à-dire jusqu'à break le 4 heures, et avoir un 4 heures qui se retourne à la baisse. Donc moi, c'est ce que j'aimerais voir ici. Tant que je ne vois pas ça, selon moi, c'est compliqué de se positionner pour faire de la continuation de tendance en cherchant des achats, vu que la tendance ici est baissière. Si je mets des points pivots, voir ce qu'on a comme gros niveau long terme, je vais même mettre les points pivots yearly. On va enlever les weekly. Ok, c'est intéressant ce que je vois là. On est en train de poser un bottom sur un point pivot yearly, qui est un niveau quand même à ne pas prendre à la légère. En général, c'est des gros niveaux de support ou de résistance. Bon, au passé, c'était pas des niveaux qu'on a... Ouais, si, il a fait légèrement office de résistance ici, mais par exemple, si je prends BTC, c'est des niveaux qui ont été très pertinents. Par exemple, si je prends le top ici, 47 000 $, on a bien rejeté dessus. Ici, aux alentours des 26 000 $, on a posé un bottom dessus. Et même auparavant, c'est des niveaux très intéressants où, en général, ils ont fait office de résistance ou de support. Vraiment des gros niveaux long terme qui sont calculés en fonction des clôtures de la précédente période. Donc ici, de la précédente année, tout simplement. Et là, on voit que, ouais, on a un point pivot yearly aux alentours des 34 $ et un au niveau des 55 $. Si on doit faire un nouveau sommet, il faudra surveiller les 90 $ qui seront une très bonne zone de localisation où on peut s'attendre à un niveau qui a du mal à casser. Sinon, on a un point pivot monthly aux alentours des 44 $ qui est également un bon niveau de résistance. Et là, ouais, bonne confluence de localisation qui peut être une zone pour prendre des profits. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus sur EGLD. Ce qu'il faut retenir, c'est d'un point de vue long terme weekly, on est dans une bonne zone de liquidation, mais j'attendrai une réaction acheteuse par une pattern de retournement, un ravalement aussi, quelque chose qui montre que les acheteurs ont du peps, de préférence en clôturant au-dessus des 50 $. Moi personnellement, je préfère acheter légèrement plus haut, mais d'avoir plus de conviction en me disant ok, j'ai plus de chances d'être sur un bottom et d'avoir un prolongement de ma tendance. Et sur du plus court terme, pour le moment, je chercherai des shorts sur le haut de range, et si on break le range à la hausse, qu'on a un flip des moyennes mobiles à la hausse, et ben ça serait parfait pour faire de la continuation de tendance. Je tiens à rappeler que le but d'une crypto, c'est de surperformer le BTC, et si je regarde EGLD contre le BTC, c'est pas terrible. On arrive presque sur un all-time low, ok. Voilà, ici c'est la charte EGLD contre le BTC, sachant que, voilà, en général quand vous investissez sur une crypto classique, vous voulez faire une meilleure performance que le BTC, c'est tout à fait logique, sinon autant investir directement sur le BTC. Ici, EGLD c'est pas terrible, d'accord. Donc pareil, si on veut regagner ici un intérêt sur EGLD qui surperforme le BTC, ce
qu'il faudrait, c'est pareil, une pattern de retournement. On voit bien ici la différence entre une dynamique qui est haussière et une dynamique qui est baissière. Pour le moment, on n'a pas de retournement de tendance. Voilà, je vous laisse avec ça, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.